Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En France, depuis que les contours de la future loi bioéthique ont été détaillés dimanche dernier par la ministre de la Santé, les réactions se multiplient. À cela s'ajoute le renvoi d'Agnès Steel du parti La République En Marche pour son opposition à la PMA. On y revient dans le journal, mais aussi dans notre dossier avec Marie-Yvonne Busse du Pèlerin et Aymeric Pourbet de France Catholique. Ce jeudi après-midi, à Paris, la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens a été inaugurée après 3 ans de restauration. Et puis, la nuit des églises débute demain jusqu'au 7 juillet, l'occasion de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine culturel et culturel. Reportage dans ce journal. Et on débute cette édition avec la mobilisation et les réactions qui se multiplient en France cette semaine après la présentation par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, des contours de la future loi bioéthique. Elle devrait être présentée en Conseil des ministres le 28 juillet prochain. Le projet de loi inclut la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules et prévoit aussi son remboursement par la sécurité sociale. Les opposants à la PMA comptent bien faire entendre leur voix dans le débat, comme la Manif pour tous qui a organisé une conférence de presse ce matin à Paris. Le mouvement a écrit une lettre ouverte de 74 pages au président de la République, Emmanuel Macron, et promet une forte mobilisation en cas d'absence de débat. On écoute son vice-président, Albéric Dumont. Je crois que c'est le souhait absolument de tous les Français que ces débats puissent se faire sereinement. L'intérêt supérieur de l'enfant mérite un sujet qui soit effectivement apaisé. Cependant, si le président de la République ne respecte pas son engagement, puisqu'il il avait promis en tout cas qu'il n'en ferait pas un sujet identitaire et qu'il devrait y avoir un large consensus avant l'ouverture de ce débat parlementaire. Aujourd'hui, ce large consensus n'existe évidemment pas. Et s'il décide de passer en force, alors à ce moment-là, c'est lui qui brisera l'apaisement de ce débat, qui créera la division au sein des Français, et la Manif pour tous sera obligée d'organiser une mobilisation qui sera une mobilisation sur la durée et qui pourra prendre différentes formes, bien sûr, pour occuper l'espace médiatique, l'espace politique, alerter les Français sur les risques que comporte ce texte et montrer notre détermination comme nous l'avons fait ces dernières années. Et puis parmi les autres réactions, on peut retenir celle de la philosophe Sylvia Gazinski, lundi chez nos confrères de France Inter. Elle a tenu à rappeler que nous avons des droits à quelque chose, pas à quelqu'un. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, nouveau président de la CEF, s'est exprimé quant à lui dans les colonnes de Famille chrétienne. Pour lui, on pourrait souhaiter que la société aide à renforcer le lien familial plutôt que de le décomposer. Alliance Vita, qui a pu avoir accès à l'avant-projet de loi bioéthique, pointe aussi les dangers d'une ouverture à la congélation ovocitaire pour toutes les femmes ou encore l'élargissement du champ des interruptions médicales de grossesse. Alliance Vita dénonce, je cite, une dérégulation scientiste et eugéniste de la procréation artificielle. Précision avec Caroline Roux. Aujourd'hui, l'État va organiser la fabrication d'enfants sans père, mais aussi il va aller plus loin, aussi avec la possibilité de double don de gamètes. On vient à faire des enfants des objets qu'on revendique, qu'on finance et aussi qu'on vérifie. Et c'est la deuxième chose aussi qui se passe avec ce projet de loi, c'est une dérégulation qui va vers toujours plus d'eugénisme avec le renforcement du diagnostic prénatal, la sortie d'interruption médicale de grossesse. Et puis enfin, c'est la manipulation de l'embryon humain. Et là, on va le manipuler de plus en plus puisque le gouvernement entend faire sauter des verrous fondateurs, notamment l'interdiction de créer des embryons transgéniques. Et donc, c'est l'ouverture à la recherche et peut-être un jour à faire naître des enfants génétiquement modifiés. Hier, mercredi, le parquet de Paris a publié un communiqué concernant l'enquête sur l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril. Une cigarette mal éteinte ou un dysfonctionnement électrique pourrait être la cause de l'incendie, même si les investigations réalisées ne permettent pas à ce jour de déterminer les causes exactes de l'incendie, a indiqué le procureur de la République de Paris. Après 2 mois d'enquête préliminaire, aucun élément ne permet d'accréditer l'hypothèse d'une origine criminelle. Cependant, les investigations qui s'annoncent longues et difficiles se poursuivent. Ce jeudi à Paris, la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens a été inaugurée sous la présidence de Madame Hidalgo, en présence de Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, et Monseigneur Élie Yeguiayan, évêque des Arméniens catholiques de France. Une inauguration après des travaux initiés dès 2016 par la ville de Paris et un mécène privé. L'église, située dans le Marais parisien, fut construite en 1623 pour une communauté de capucins, mais c'est en 1970 que l'église, alors fermée au culte, est confiée à la communauté arménienne. Si elle est sobre, elle est riche de belles œuvres d'art, comme à
l'entrée du chœur une remarquable statue en marbre de saint François d'Assise, signée Germain Pilon, l'un des maîtres de la sculpture de la Renaissance. On connaît les très fortes relations qui lient la France et l'Arménie. Même si la mairie a voulu restaurer la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, c'est pour montrer l'importance de la présence arménienne en France, comme nous l'explique la responsable du patrimoine de la mairie de Paris. Les Arméniens de Paris, de France, de la même manière que eux ont investi cette France, cette République, avec tout leur apport, ils ont en retour cet amour de la France. Et je crois que c'est vraiment une relation d'échange pleine et entière. Et c'est ce qu'on ressent ici dans les discours des uns et des autres, c'est se dire qu'on ne fait qu'un. Et quand on est à Paris, Paris c'est une ville d'accueil. Elle est fière d'avoir accueilli les Arméniens au moment où ils étaient grandement en danger. On sait toutes les souffrances de ce peuple. Et voilà, on est heureux aussi aujourd'hui de voir que c'est un peuple bien vivant et qui mérite toute l'attention de Paris. Alors ça nous fait grand plaisir et grande joie de pouvoir réintégrer notre cathédrale et de pouvoir surtout participer à diverses cérémonies dans cette cathédrale. Ils attendent tous et j'espère bien qu'ils vont pouvoir être satisfaits du travail qui a été fait. J'attends que les gens aussi correspondent à cette nouveauté, que les gens aussi renouvellent leur foi et renouvellent leur participation aux divers services de culte ou de culture ou n'importe ce qu'on organise dans notre cathédrale. J'espère bien que même nos fidèles vont correspondre à ça. J'ajoute que samedi prochain auront lieu une cérémonie et la bénédiction de la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, suivie d'un concert de la chorale des jeunes filles de l'orphelinat de Gumery. Et puis dimanche, une messe requiem sera célébrée pour la famille des bienfaiteurs. Le pape François fait part de sa douleur après la mort tragique d'un père et sa petite-fille dans le fleuve Rio Grande alors qu'ils tentaient de se rendre aux États-Unis. La photo a fait déjà le tour du monde. On y voit le corps d'un homme et sa fillette noyés après avoir tenté la traversée du Rio Grande qui sépare le Mexique des États-Unis. Il s'agit d'un migrant salvadorien et de sa petite-fille de 2 ans. Le pape a dit prier pour eux et pour tous les migrants qui ont perdu la vie en essayant de fuir la guerre et la misère. En avril dernier, François avait fait un don de $500 000 pour aider les milliers de migrants d'Amérique centrale bloqués à la frontière américaine. Hier, mercredi, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, a présenté son rapport annuel pour l'année 2018. 108 millions d'euros de dons ont été collectés en 2018 pour leurs 23 bureaux à travers le monde. Ces dons ont permis de venir en aide aux chrétiens en détresse dans plus de 139 pays à travers plus de 5000 projets. Les principaux pays d'intervention demeurent la Syrie et l'Irak. L'AED remarque néanmoins la forte baisse des dons par rapport aux années précédentes. Précision sur la mission de l'AED avec Tiffaine Bienvenue. Nous avons vraiment 3 missions sur lesquelles nous travaillons. La première mission, c'est l'information. Donc informer aujourd'hui les chrétiens de France, pour nous l'AED France, sur la situation des chrétiens dans le monde. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 200 millions de chrétiens qui ne peuvent vivre leur foi librement. De cette mission d'information en découle une information de prière, parce que voilà, avoir juste que toutes les mauvaises nouvelles sur ce qui se passe dans le monde, c'est assez anxiogène et c'est pas dans notre esprit. Donc voilà, j'apprends qu'il y a eu des attentats au Sri Lanka. Oh, qu'est-ce que je peux faire? J'apprends qu'il y a aussi des exactions au Nigeria. Qu'est-ce que je peux faire? Mission centrale de l'AED, après la formation, c'est la prière. Informer, prier et partager la 3e mission sur de projet qui est aussi très importante. Et puis hier, 26 juin, un peu partout en France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne, 180 veillées de prière ont eu lieu pour les victimes de torture. La nuit des veilleurs est proposée par l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture depuis 2005. Cette année, les victimes viennent du Vietnam, de Chine, de Mexique, du Rwanda ou encore d'Égypte. Ils étaient au cœur des prières. Des nominations également cette semaine. Le père Manuel Barrios Prieto prendra les fonctions de futur secrétaire général de la Comessé, l'organisme de l'Église catholique auprès des instances de l'Union européenne. Il est depuis 2011 directeur du secrétariat pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux de la Conférence épiscopale espagnole. Le 1er septembre, il succédera donc au frère Olivier
Pokillon. Et puis l'Ordre de Malte a élu son nouveau président. Le conseil d'administration issu de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 21 juin dernier a élu Jean-Baptiste Favatier en tant que président de l'Ordre de Malte France. Il succède à Yann Baggio en fonction depuis 5 ans. Hommes, époux et pères de famille, ils sont toujours plus nombreux à partir marcher en pèlerinage sous le patronage de Saint-Joseph. Pour la première fois, une carte interactive recense toutes ces initiatives en France. 60 pèlerinages annuels à Saint-Joseph sont en effet organisés par et pour des hommes dont la plupart se déroulent le premier week-end de juillet. Cette carte recouvre la quasi-totalité de la France pour permettre aux hommes de trouver le pèlerinage le plus proche de chez eux, l'occasion de rejoindre les 10 000 hommes qui marchent au moins une fois par an sur les pas de Saint-Joseph. Et pour terminer ce journal, on vous emmène en avant-première pour une visite dans l'église Saint-Joseph des Carmes à Paris. Elle ouvrira ses portes dès demain soir pour la nuit des églises. Depuis 2011, cet événement permet à de nombreux clochers d'ouvrir leurs portes le temps d'une nuit. Culte et culture se rejoignent alors pour offrir aux visiteurs habituels ou occasionnels des instants mémorables. Ce sera le cas à Saint-Joseph des Carmes à Paris où Agnès Van Hems s'est rendue en avant-première. Qui n'a pas rêvé d'entrer dans une église la nuit ? Nous sommes à Paris et dans l'église Saint-Joseph des Carmes, personne. Personne sauf des joyaux de l'histoire. Les richesses de cet édifice du XVIIe siècle sont exceptionnellement accessibles à un petit groupe de visiteurs le temps de la nuit des églises. On voit juste en face de nous, là, sur la face de la coupole, Élisée qui reçoit le vêtement de son père spirituel. Élisée, prophète de la Bible, qui côtoie ici Marie de Médicis. Comme c'est elle qui a commandé la construction de cette église, c'est elle qui l'a inaugurée en faisant venir des Carmes de Florence, de sa ville natale, eh bien, elle nous fait un petit clin d'œil aujourd'hui en apparaissant donc ce qu'on appelle le balcon de la loge de la reine, de cette loge à partir de laquelle, nous dit la tradition, elle aurait assisté à la consécration de l'église. Et ça, c'était il y a 4 siècles. Depuis, l'église a connu différents pans de l'histoire. Saint-Joseph des Carmes, c'est à la fois le lieu des massacres des prêtres en 1792, c'est aussi l'église du bienheureux Frédéric Ozanam, c'est aussi l'église du bienheureux Christian de Chergé. Bref, c'est une église polymorphe, une église qui a plusieurs visages et qui nous intéressait pour proposer à tous la nuit des églises. Les visiteurs pourront s'aventurer librement dans les couloirs de plus de 700 églises en France pour découvrir des visages, des trésors artistiques, historiques et spirituels pendant la nuit des églises du 28 juin au 7 juillet prochain. Et on poursuit avec la chronique du Père Burguin. Samedi, nous fêterons les 10 ans de la parution de Caritas in Veritate, la 3e encyclique du pape Benoît XVI. Chers amis, il y a 10 ans, le pape Benoît XVI publiait une encyclique remarquable, Caritas in Veritate, le 29 juin 2009. Et c'est l'une des grandes encycliques du pape François qui reprend les thèmes de la doctrine sociale, chère à ses prédécesseurs, et notamment dans la grande ligne du pape Paul VI et de son encyclique sur la doctrine sociale également. Et dans cette encyclique, le pape François nous rappelle une chose essentielle, c'est que pour que la charité soit effective en ce monde, il faut utiliser 2 voies qui vont comme institutionnaliser cette charité, que sont la justice et le bien commun. Une charité concrète qui oublierait la justice et le bien commun ne serait pas une véritable charité. Autant dire que la justice doit aussi encourager la promotion du bien commun. Et Benoît XVI, dans cette encyclique, revient sur les grands défis du monde il y a déjà plus de 10 ans, le défi écologique, le défi de la faim dans le monde, le défi des migrations, le défi des déséquilibres entre les peuples. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Et c'est pourquoi Benoît XVI appelle encore une fois de ses vœux, déjà il y a 10 ans, à un nouvel ordre mondial régulé par le droit, qui aide la coopération entre les peuples, puisque Benoît XVI nous rappelait que l'humanité est en fait une grande famille et que nous sommes tous et toutes solidaires les uns des autres. Et enfin, Benoît XVI rappelait que la doctrine sociale, ou en tout cas la promotion du bien commun, ne peut se faire sans oublier que l'homme a une dimension intégrale. On ne peut pas uniquement promouvoir
la justice, sa richesse, son accroissement, mais aussi sa dimension spirituelle. Et finalement, où en sommes-nous encore aujourd'hui de cette humanité intégrale que nous devons promouvoir à tous les niveaux de la société? Là encore, l'Église, il y a plus de 10 ans, avait un discours prophétique. Il nous faut le réentendre. Merci Père Burguin. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec le pèlerin Marie-Yvonne Buss. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors c'est un grand violoniste qui fait la une cette semaine. Oui, nous sommes très heureux d'avoir une belle rencontre avec Renaud Capuçon qui nous dit qu'il doute de tout, sauf de sa foi. Et on a hâte de découvrir cette semaine dans France catholique, l'un des trésors cachés de Rome. Aymeric Pourbet, bonsoir. Bonsoir Olivier, oui, vous savez que Rome c'est un endroit unique au monde, un point de jonction entre le ciel et la terre. Et là on vous emmène carrément sous terre, sous la basilique Saint-Pierre, pour aller jusqu'à la tombe de Saint-Pierre. Et c'est passionnant parce que c'est là qu'on comprend que l'Église catholique a cette chance unique d'avoir un successeur de Pierre, un pape, que nous envient d'ailleurs toutes les autres confessions chrétiennes et les autres religions. Et c'est là aussi qu'on comprend que finalement la foi des catholiques, elle est fondée sur le martyre d'un pêcheur de Galilée. Voilà, c'est passionnant, je ne vous en dis pas plus. Merci Aymeric. L'Avis propose un dossier sur le service national universel en posant une question. Si le mariage, le bac ou le permis ne sont plus des gages comme autrefois d'entrer dans la vie d'adulte, le service national universel peut-il combler ce manque? L'Avis s'est notamment rendu à Carpentras, dans le centre du Vaucluse, où a eu lieu une expérimentation avec 160 volontaires. Des séminaires qui ferment, d'autres qui font le plein. Cette semaine, Famille chrétienne consacre un dossier à la formation des futurs prêtres en France qui connaît de profonds bouleversements. En cause, la baisse des vocations, mais aussi un nombre de plus en plus élevé de jeunes qui choisissent eux-mêmes leur lieu de formation. Explication à la veille de ce grand week-end d'ordination en France. La question de la légalisation du cannabis ressurgit dans le pays, lutte contre l'insécurité, gains financiers, contrôle de la qualité par l'État versus risque accru de consommation chez les jeunes. Le débat sur le cannabis s'intensifie et c'est le dossier de l'hebdomadaire Protestant Réforme qui s'est rendu au Canada, pays qui a légalisé cette drogue il y a un an. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. On retrouve nos invités. Marie-Yvonne Buss et Aymeric Pourbet, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour parler du sujet qui cristallise les débats un petit peu cette semaine, le projet de loi bioéthique et plus précisément la PMA, notamment cette décision hier d'exclure de La République En Marche la députée de l'Oise, Agnès Thiel. Alors peut-être une réaction à cette exclusion, Marie-Yvonne. Alors, je ne sais pas s'il faut aller, comme elle le fait elle-même, à parler de délit d'opinion. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agissait d'une voix dissonante. En même temps, la posture était probablement difficile pour elle à tenir, alors que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Voilà, ça me paraît... C'était sans doute une issue un peu inévitable. Aymeric. Oui, moi je trouve que c'est assez regrettable finalement pour la liberté d'expression et pour la possibilité d'exprimer des idées différentes, divergentes par rapport aux partis politiques. Et je crois qu'Agnès Thiel est une femme d'abord courageuse, assez libre et qui a exprimé des opinions. Mais finalement, voilà, est-ce que dans un parti c'est l'armée avec du caporalisme ou est-ce qu'on a le droit de... Et je trouve que la deuxième chose, c'est un peu un aveu de faiblesse aussi de la part de La République En Marche que de ne pas autoriser des voix divergentes en son sein. Sur un débat qui est quand même fondamental et qui dépasse la question partisane. Je crois que voilà, c'est dommage, mais le débat continue. Alors cette phrase du président de la République, Emmanuel Macron, c'était au Bernardin, on se souvient, devant les évêques de France, il disait « J'attends de vous cette liberté de parole qui interpelle les consciences et laisse libre ». Alors finalement, par rapport à cette actualité, est-ce qu'il n'y a pas un petit malaise, Marie-Yvonne ? Alors là, on est dans le pragmatisme de la politique, qui effectivement parfois tend au caporalisme, comme le disait Aymeric. De fait, le débat n'est tout de même pas clos aujourd'hui, et on peut espérer qu'il va continuer à se tenir. Alors justement, la discipline du parti, c'est peut-être autre chose. Est-ce que ce débat va pouvoir se tenir? Parce qu'on sent qu'il cristallise. Alors les uns disent, mais oui, mais on ne peut plus débattre, c'est fini. Et puis, tandis que d'autres espèrent tout de même le débat, comme vous, Marie-Yvonne. Aymeric. Oui, en tout cas, je pense que du point de vue des catholiques, c'est évident qu'ils ont une voix à porter dans ce débat.
On peut regretter aussi que les États généraux, finalement, n'aient pas servi à grand-chose, puisque pour qu'il y ait loi à l'époque, on disait il faut qu'il y ait consensus. Or, il n'y a pas de consensus sur le sujet. On le voit bien dans la société française, elle est divisée, même si les sondages, on pourrait prendre plusieurs sondages qui disent le contraire, mais enfin, quand même, globalement, on peut considérer que c'est un débat qui partage l'opinion. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Et donc, il faut absolument que l'Église, les catholiques, portent cette voix, qui n'est pas uniquement de compréhension ou des souffrances, parce que certes, ça existe, mais je crois qu'il faut aussi un débat en raison, avec des arguments. On peut ne pas être d'accord, mais il faut pouvoir les exprimer. Et ça, je crois que c'est très important. Et de ce point de vue-là, encore une fois, l'exclusion d'Agnès Thiel, ce n'est pas un bon signe. Mais comment les catholiques peuvent-ils être audibles par la raison, justement, comme le soulignait Aymeric, Marie-Yvonne? Alors, ils peuvent être audibles peut-être en rappelant quels sont les grands principes qui les animent. Je pense que les catholiques sont capables d'admettre effectivement que une bonne loi, c'est pas une addition de souffrance. Alors certes, la souffrance des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, elle est entendue. Je pense qu'elle peut être parfaitement entendue par l'Église. Est-ce qu'il faut en créer d'autres potentielles, qui seraient celles d'enfants qui naîtraient sans être élevés par un père? Voilà, il ne s'agit pas de faire une concurrence des souffrances. Il s'agit peut-être de rappeler quelle est la place de l'enfant aussi dans ce projet de loi, quelle est la place des hommes, puisque d'une certaine manière, on organise une certaine éviction de l'homme, tout en entendant ce qui est quand même un mouvement de fond, qui est de répondre à ce désir d'enfant qui est prééminent dans nos sociétés aujourd'hui, mais sur lequel il n'y a pas non plus de consensus. Il n'y a que 10 pays en Europe sur 28 qui aujourd'hui autorisent la PMA pour les femmes seules ou pour les couples de femmes. Donc ça montre que le sujet continue à être débattu, à poser question, et même les sondages sont contradictoires. Comment faire entendre notre voix de catholique, justement? Est-ce que c'est par la manifestation? Est-ce que ça passe plus par autre chose? Je crois qu'il faut commencer par dire pourquoi est-ce qu'on s'oppose à cette future loi. Alors, je voudrais quand même dire que ce n'est pas uniquement une question de catholique ou pas, parce que vous parliez tout à l'heure de Sylviane Agacinski, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme désincarné, qui n'est pas catholique, mais juive. Or, elle touche, à mon avis, du doigt un des fonds du débat, qui est de savoir finalement cette jonction entre d'un côté l'âme et de l'autre côté le corps. Et les catholiques, pour le coup, ont dit ça depuis Humaine et Vitae en 68 avec le pape Paul VI, que on ne peut pas, si on introduit la technique dans l'acte procréateur, on crée une distorsion qui, aujourd'hui, fait qu'effectivement, on instrumentalise le corps de la femme dans le cas de la GPA, mais aussi dans le cas de la PMA, finalement, le médecin, la médecine prend prend énormément de place, beaucoup trop, par rapport à quelque chose qui est intime et qui est profondément humain. Donc vous voyez que là, on est en train de techniciser, finalement, un acte qui est, par essence, humain. Et donc là, je crois qu'on va trop loin, beaucoup trop loin. Je dirais qu'il y a aussi autre chose. Il y a une question de posture morale aussi. Est-ce que je suis dans une posture où mon désir fait force de loi, même si la loi prévoit un certain nombre de garde-fous, ou est-ce que je suis dans une posture qui est celle de l'anthropologie catholique, qui est que la vie est un don que je ne maîtrise pas, qui est reçu d'un autre, que les catholiques appellent Dieu, et donc on est effectivement dans ces cas-là dans une posture différente, où on ne met pas la main sur la vie, sur le... Ce qui nous appartient pas, bien sûr. Il y a aussi la question de la médecine. Est-ce que c'est le rôle de la médecine de répondre à ces désirs individuels d'enfants, parce que finalement ces femmes, si on parle des femmes homosexuelles, elles ne sont pas infertiles, elles sont fécondes. Donc on ne guérit rien, là on répond à un désir individuel d'enfant. Et je crois que là on pervertit aussi le sens de la médecine. Alors du coup, comment faire entendre tous ces points de vue? Est-ce que c'est par la manifestation? Est-ce que ça peut passer par autre chose, Marie-Yvonne? Par la manifestation, même lorsqu'il s'agit de manifestations en nombre et de force, elles ne sont pas forcément efficaces, on l'a vu en 2013. Est-ce que c'est par des voix plus nombreuses qui se font entendre? Est-ce que la participation, évidemment, de nos élus aussi? Je ne sais pas... Je crois qu'avant de parler de manifestation, les premières étapes, c'est dans le cadre du circuit institutionnel classique, du Parlement, que des oppositions doivent s'exprimer. Et c'est vrai que pour l'instant, à part Agnès Thiel, encore une fois, je suis désolé d'y revenir, on n'entend pas grand monde. Donc je pense que les oppositions là, parlementaires doivent se lever. Il y a les médias, je crois qu'on a notre rôle à jouer. Après, c'est vrai qu'on a eu Agnès Thiel tout à l'heure au téléphone qui nous disait « on m'exclut, on ne me donne pas la possibilité de parler, et bien il va falloir que je descende dans la rue ». Voilà. Ça ne veut pas dire forcément avec la Manif pour tous, qu'elle ne connaît pas, mais en revanche, c'est finalement le dernier moyen quand tous les autres ont été soit épuisés, soit exclus. Et donc, ça reste une possibilité. Et est-ce que vous craignez déjà un glissement? On se souvient, le Pacs, mariage pour tous, ensuite PMA, est-ce que finalement on file tout droit vers la GPA, puis ensuite l'euthanasie?
Difficile de faire des pronostics. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un mouvement de fond vers une réponse de la loi au désir individuel, ça c'est certain, et donc la GPA est dans cette logique-là. Là, on fait un pas différent, avec une merchandisation du corps humain, mais y compris dans le cas de la PMA, on peut se demander si le don de gamètes, le don de sperme restera gratuit dans la mesure où la demande sera plus forte. Donc la question de l'économie aussi s'invite de plus en plus dans ces sujets-là. Aymeric, pour conclure. C'est vrai qu'on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Enfin, il y a 5 ans, on nous disait la PMA pour toutes, jamais. Et puis là, maintenant, on le fait. Donc je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait demain pour la GPA. Ça semble effectivement, il y a une logique à l'œuvre, au fond, qui se déroule. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie-Yvonne, merci Aymeric d'avoir partagé vos points de vue. Et puis cette émission avait une saveur particulière pour moi car il s'agissait de ma dernière à KTO. Je pars la saison prochaine pour de nouvelles aventures. J'ai vécu des années extraordinaires ici. Alors je remercie les équipes techniques, les équipes support bien sûr et puis tous les journalistes de la rédaction avec qui j'ai eu la chance de partager mon quotidien. Ils m'ont tous beaucoup apporté. Et surtout, merci à vous, chers amis, pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder. À la source continue, bien sûr, jusqu'au 11 juillet avec Philippine de Saint-Pierre et Étienne Lauraillère. Je les remercie également pour leur confiance pendant toutes ces années. Je vous dis à très bientôt. Excellente soirée sur KTO.